L'estime de soi, un pilier essentiel de notre identité. Dans notre première vidéo, nous avons exploré le concept du soi, qui nous sommes, comment nous nous percevons et comment nous nous construisons à travers nos expériences. Dans cette deuxième vidéo, nous allons approfondir un aspect fondamental du soi. Il s'agit de l'estime de soi. L'estime de soi peut être comparée à un noyau central de notre identité, influençant notre pensée, nos émotions et nos comportements. Cependant, ce noyau ne fonctionne pas d'une manière isolée. Il est façonné en permanence par plusieurs éléments qui gravitent autour de lui, tels que nos expériences personnelles, nos relations sociales, notre appartenance à des groupes et nos perceptions internes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de l'estime de soi et ses influences. Nous verrons comment elle se divise en trois types, individuelle, relationnelle et collective, et comment elle peut être stable ou influencée par la situation. Nous distinguons aussi l'estime de soi globale et spécifique, ainsi que ses formes explicites et implicites. Enfin, nous examinons son lien avec le narcissisme, le soi possible et les schémas sur le soi. À travers des exemples concrets, nous comprendrons comment ces dimensions interagissent pour façonner notre perception de nous-mêmes. L'estime de soi peut être catégorisée en trois types. Individuelle, c'est l'évaluation subjective de nos propres attributs. L'échelle de Rosenberg est souvent utilisée pour mesurer cette dimension au niveau dispositionnel, c'est-à-dire en tant qu'aspect stable de la personnalité. Par exemple, une personne qui se considère comme bienveillante et compétente dans son travail aura une haute estime de soi individuelle. L'estime de soi est relationnelle. Évaluation de soi en fonction des relations interpersonnelles, de la manière dont on est perçu et traité par les autres. Par exemple, une personne qui reçoit des compliments réguliers sur sa gentillesse de la part de ses amis verra son estime de soi relationnelle renforcée. L'estime de soi, il est collectif, perception de soi en tant que membre d'un groupe social donné. Exemple, appartenance à une communauté, une culture, une époque. Un supporter passionné d'une équipe de football peut ressentir une fierté et une estime de soi accumulée lorsque son équipe remporte un championnat. Nous allons voir à présent les deux dimensions de l'estime de soi. L'estime de soi situationnelle varie en fonction des circonstances. Lorsque nous connaissons le succès, notre estime de soi tend à augmenter. En revanche, en période d'échec ou de difficulté, elle peut temporairement diminuer. Par exemple, une personne peut se sentir très confiante après une réussite professionnelle, mais voir son estime de soi chuter après un échec. Pour la deuxième dimension, l'estime de soi est dispositionnelle. Il s'agit d'une dimension stable et durable de notre personnalité. Elle reflète une tendance générale à s'évaluer positivement ou négativement sans être significativement influencée par des événements ponctuels. Par exemple, quelqu'un qui a une bonne estime de soi dispositionnelle pourra rebondir plus facilement après un échec. L'échelle de Rosenberg est un outil de mesure de l'estime de soi dispositionnelle, largement utilisé en psychologie et facilement disponible sur le net. L'estime de soi est aussi globale et spécifique. Globale quand il s'agit d'une évaluation générale de notre propre valeur en tant qu'individu. Elle est relativement stable et repose sur la perception que nous avons de notre propre dignité, indépendamment des contextes spécifiques. Une personne avec une bonne estime de soi globale se sentira digne et confiante. L'estime de soi est spécifique quand elle concerne l'évaluation de soi dans des domaines particuliers de la vie,
comme les compétences académiques, sportives, sociales ou artistiques. Cette estime de soi peut fluctuer en fonction des performances et des expériences vécues dans chaque sphère. Par exemple, une personne peut avoir une haute estime d'elle-même en tant qu'artiste, mais une faible estime de soi dans le domaine des mathématiques. Il est pertinent de relever l'importance de cette distinction, l'estime de soi globale et l'estime de soi spécifique à l'adolescence. À l'adolescence, période charnière du développement de l'identité. Les évaluations dans des domaines spécifiques influencent fortement l'estime de soi globale. Un adolescent peut ainsi se sentir valorisé dans un domaine précis, ce qui l'aide à maintenir une bonne estime de soi globale, même s'il rencontre des difficultés ailleurs. Nous pouvons citer comme exemple l'étude qui a été faite sur les étudiants doués versus les étudiants ordinaires. Des recherches ont montré que cette distinction entre estime de soi globale et estime de soi spécifique est essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'estime de soi. La seule dimension de l'estime de soi qui différencie les élèves doués des élèves ordinaires est leur perception de leurs compétences scolaires. Aucune différence significative n'a été trouvée dans ces groupes en ce qui concerne l'estime de soi globale, l'estime de soi sociale dans la relation avec les autres et l'estime de soi physique ou sportive. Pourquoi cette différence ? Les élèves doués ayant une performance scolaire supérieure ont une meilleure perception d'eux-mêmes dans le domaine académique. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils ont essentiellement une meilleure estime de soi globale. En d'autres termes, exceller à l'école peut renforcer l'estime de soi académique, mais cela ne garantit pas une plus grande confiance en soi dans d'autres sphères de la vie. On va prendre un exemple de mise en situation. Prenons deux élèves. Alex, un élève doué en mathématiques et en sciences qui obtient toujours d'excellentes notes. Il se sent confiant dans ce domaine, mais cela n'affecte pas essentiellement son estime de soi globale s'il manque de confiance dans ces interactions sociales. Lucas, un élève ordinaire qui obtient des notes moyennes. Il n'a pas une forte estime de soi académique, mais il est charismatique et apprécié de ses amis, ce qui lui permet de maintenir une bonne estime de soi globale. L'estimation de soi peut être aussi explicite et implicite. L'estime de soi explicite représente l'évaluation consciencieuse et déclarée que la personne a d'elle-même. Elle est évaluée par des tests explicites où les participants répondent directement au questionnaire sur leur perception d'eux-mêmes. Exemple, une personne qui dit être confiante dans ses compétences professionnelles sera plus sereine avant un entretien d'embauche. Quant à l'estime de soi implicite, il s'agit d'une attitude automatique et inconsciente envers soi-même, influençant les évaluations du soi et des éléments pertinents de l'environnement. Elle est évaluée par des tests indirects comme le test association implicite, TAI, de Greenwald, qui analyse les temps de réaction dans les tâches de prise de décision. Exemple, quelqu'un qui réagit naturellement avec assurance lorsqu'il est mis en avant dans une discussion de groupe sans avoir eu le besoin d'y réfléchir montre une haute estime de soi implicite. Maintenant, si on veut faire une comparaison entre l'estime de soi explicite et implicite, des études ont comparé les effets de ces deux formes d'estime de soi sur le comportement. Une haute estime de soi explicite est associée à une réduction de l'anxiété, évaluée par questionnaire. L'estime de soi implicite est corrélée à une moindre anxiété
en entretien clinique. L'estime de soi implicite est aussi corrélée une influence sur le comportement spontané. Un patient souffrant d'anxiété sociale peut déclarer se sentir à l'aise dans les interactions sociales, estimation de soi explicite élevée, mais montrer des signes de stress physiologique et éviter inconsciemment les interactions, estimation de soi implicite faible. Dans une expérience, les participants ayant une haute estime de soi implicite ont montré moins de signes de manque d'estime en entretien clinique, même s'ils ne déclaraient pas avoir confiance en eux. Cela suggère que l'estime de soi implicite peut influencer nos comportements et attitudes de manière inconsciente, indépendamment de ce que nous exprimons verbalement. Conclusion, ces deux formes d'estime de soi peuvent être en désaccord. Une personne peut afficher une confiance en soi extérieure, explicite, tout en ayant des doutes internes, inconscients, implicites. Ces différences expliquent pourquoi certaines personnes, malgré une apparence d'assurance, peuvent être submergées par des émotions négatives dans certaines situations. Et si l'estime de soi était sous l'influence génétique et environnementale? L'estime de soi, qu'elle soit implicite ou explicite, figurez-vous, est largement influencée par des facteurs génétiques, avec plus de 50% de la variance expliquée par l'hérédité. Toutefois, l'environnement social joue également un rôle clé dans son développement et son maintien. Un enfant élevé dans un environnement bienveillant où il reçoit du soutien et des encouragements développera une estime de soi plus forte qu'un enfant ignoré et exposé à un milieu dysfonctionnel. Jusqu'à présent, nous avons exploré la manière dont nous nous percevons. Construisons notre identité et mesurons notre concept de soi. Mais toutes les perceptions de soi ne se valent pas. Certaines personnes développent une estime de soi solide et équilibrée, tandis que d'autres s'appuient davantage sur l'admiration des autres pour se valoriser. Cela nous amène à une discussion fondamentale, la différence entre le narcissisme et une estime de soi saine. Ces deux concepts sont souvent confondus, mais ils reposent sur des mécanismes bien distincts. Examinons maintenant ce qui les différencie et comment ils influencent nos rapports aux autres et à nous-mêmes. Alors, narcissisme ou estime de soi, quelle différence? Le narcissisme est un trait de personnalité caractérisé par un sentiment de supériorité, un besoin d'admiration et une volonté d'être respecté et adulé par les autres. Les personnes narcissiques cherchent constamment à prouver leur supériorité afin de maintenir une évaluation positive d'elles-mêmes. Leur estime de soi repose donc largement sur la comparaison sociale et la validation externe. En revanche, les personnes non narcissiques peuvent conserver une perception positive d'elles-mêmes, même après un échec ou une contre-performance. Leur estime de soi est moins dépendante de la nécessité de surpasser les autres et repose davantage sur des valeurs internes et une acceptation de soi plus stable. Exemple de comportement narcissique. Une personne narcissique qui reçoit une critique au travail peut réagir avec colère ou arrogance, car son estime de soi est dépendante de l'approbation des autres. Exemple de comportement non narcissique. Une personne avec une bonne estime de soi peut accepter une critique constructive sans que cela n'affecte profondément son sentiment de valeur professionnelle. Après avoir exploré la différence entre narcissisme et estime de soi, intéressons-nous maintenant à une autre dimension de soi, le soi possible. Il reflète nos aspirations, nos craintes et la façon dont
nous nous projetons dans l'avenir. Voyons comment il influence notre motivation et nos choix. Le soi possible englobe les projections que nous faisons sur nous-mêmes dans le présent et le futur. Il représente ce que nous allons devenir, ce que nous voudrions être et ce que nous redoutons devenir aussi. Il y a deux types de soi possibles. Il y a le soi possible désiré, les aspirations, les objectifs et les versions idéalisées de nous-mêmes, et le soi possible redouté, les peurs et les scénarios négatifs que nous voulons éviter. Ces représentations du soi influencent la motivation car elles orientent nos comportements vers l'accomplissement des soi désirés et l'évitement des soi redoutés. Les soi désirés sont associés à un ajustement psychologique positif car ils offrent une direction et un sentiment de progression personnelle. Le soi redouté, en revanche, peut conduire à une détresse psychologique, surtout si la personne se sent impuissante face à la possibilité de devenir cette version d'elle-même. Cette dynamique est enregistrée aussi bien chez les adolescents que chez les adultes. Exemple de soi possible désiré. Un étudiant qui rêve de devenir médecin mettra en place des stratégies pour atteindre ses objectifs. Étudier plus, s'entourer de professionnels. Exemple de soi possible redouté. Une personne qui craint d'échouer professionnellement peut être motivée à travailler davantage pour éviter ce problème. Nous allons à présent explorer ce qu'on appelle les schémas sur le soi. Le soi comme contenu correspond à l'ensemble des informations qu'un individu possède sur lui-même. Comment ces perceptions sont-elles organisées? Le soi fonctionne comme un système de mémoire spécialisé qui intègre, classe et structure les perceptions sur soi-même. Ces informations sont organisées de façon hiérarchique et interconnectées grâce à des réseaux cognitifs complexes dont l'unité de base est le schéma. Qu'est-ce qu'un schéma sur le soi? Selon Smith, 1998, un schéma est un ensemble organisé de connaissances sur un domaine particulier. Lorsqu'il s'agit du soi, on parle de schéma sur le soi. Les schémas sur le soi sont des généralisations cognitives issues des expériences passées qui structurent et guident le traitement de l'information dans nos interactions sociales. Exemple, une personne ayant vécu une relation de couple stable et durable pendant 10 ans aura développé des schémas relationnels détaillés sur la vie conjugale. En revanche, une jeune adulte célibataire n'ayant jamais vécu une relation longue sera non schématique ou aschématique sur ce domaine, car elle n'aura pas assez d'expérience pour construire un schéma détaillé. L'impact des schémas sur le bien-être psychologique. Les schémas sur le soi peuvent être positifs ou négatifs. Les schémas de soi positifs révèlent un bon ajustement psychologique et une meilleure gestion des défis de la vie. Prenons l'exemple d'un individu ayant un fort soutien familial et des valeurs de persévérance pourra, malgré des échecs, maintenir une bonne estime de soi en s'appuyant sur ses ressources. Les schémas de soi négatifs sont associés à un risque de dépression. Une étude menée sur 10 000 femmes a montré que celles ayant des schémas de soi négatifs étaient plus susceptibles de souffrir de dépression que celles avec des schémas positifs. Exemple de schéma négatif. Une personne ayant subi plusieurs échecs en amour peut développer un schéma selon lequel elle est indigne d'être aimée, ce qui l'empêchera de s'ouvrir à des nouvelles relations.
les schémas ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils peuvent interagir entre eux. Dans la psychologie du soi, les schémas sont des structures cognitives qui influencent la perception de soi et la manière dont nous réagissons aux événements de la vie. Certains schémas peuvent être dysfonctionnels, conduisant à des comportements nuisibles ou à une détresse psychologique, tandis que d'autres sont protecteurs et ont pour action des mécanismes de résilience. L'interaction entre ces schémas est cruciale pour comprendre pourquoi certaines personnes parviennent à surmonter des difficultés majeures alors que d'autres en souffrent durablement. Exemple, une personne qui a développé un schéma dysfonctionnel d'alcoolisme peut voir son estime de soi et sa santé mentale fortement affectées. Cependant, si elle possède aussi un schéma protecteur, comme une forte identité religieuse ou des valeurs spirituelles, elle pourrait utiliser ces ressources pour contrer les effets négatifs de l'alcoolisme et développer des stratégies d'autorégulation plus efficaces. Comment un schéma protecteur agit-il sur un schéma dysfonctionnel? Grâce à la régulation comportementale et cognitive, un schéma protecteur offre un cadre de référence stable qui aide l'individu à prendre du recul par rapport à ses comportements nuisibles. À titre d'exemple, nous pouvons citer des recherches qui ont montré que les personnes engagées dans une pratique religieuse ont généralement un taux plus faible de toxicomanie et d'alcoolisme. On peut aussi citer l'exemple d'une dépendance au jeu. Une personne souffrant d'une dépendance au jeu de hasard, pourrait voir cette addiction affecter son bien-être financier et émotionnel. Cependant, si elle a développé un engagement fort dans le sport, par exemple, cela pourrait agir comme un contrepoids, lui offrant une autre source de gratification et l'aidant à limiter ses comportements à risque. Récapitulons, le narcissisme, l'estime de soi, le soi possible, les schémas sur le soi sont des piliers fondamentaux de la construction identitaire. Ces éléments interagissent en permanence pour façonner la perception que nous avons de nous-mêmes et influencer nos comportements, nos choix et nos relations. Comprendre ces dynamiques nous permet d'adopter une approche plus consciencieuse de notre développement personnel en cultivant des schémas et des perceptions de soi positifs et équilibrés, en identifiant ce qui façonne notre identité. Nous pouvons mieux gérer notre estime de soi, renforcer notre confiance et mieux naviguer dans nos interactions sociales. L'un des clés essentielles pour apprendre à se connaître est l'observation de soi, un processus fondamental qui nous aide à mieux comprendre notre identité et nos comportements. C'est principalement le thème de la prochaine vidéo où nous explorons comment nos actions, nos pensées et nos émotions influencent notre perception de nous-mêmes.